Nous nous voyons donc pour la première fois sur une grosse trentaine de fois. Nous avons un enseignement de français qui est assez important dans ce master. Comme le disait tout à l'heure M. Mouillard ou Mme Vicky, les volumes d'enseignement dépendent de cadrage ministériel. Par exemple, dans votre formation, vous devez avoir 35 heures de cours sur la laïcité, 25 heures sur l'égalité filles-garçons, et grosso modo, la moitié des volumes horaires d'enseignement doivent concerner la pratique des mathématiques et du français. Donc, un grand volume horaire en français et en mathématiques qui est dissymétrique entre le premier semestre, la première année pardon, et la seconde année. Pourquoi? Eh bien, parce que la seconde année est faite d'un stage qui prend déjà un quart de la semaine. Forcément, l'année 1 est plus copieuse en cours que l'année 2. Alors, ça pose un peu parfois des difficultés, c'est que beaucoup des contenus que nous verrons cette année sont potentiellement des éléments interrogeables par les jurys lors du concours, et vous les aurez vus un an après. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, et dont je ne parlerai plus jamais pendant 2 ans, ça peut être le sujet du concours. D'où cette idée d'un travail un petit peu contenu et conséquent de semaine dans semaine pour se maintenir un petit peu à flot. Alors, pour entrer dans le détail, vous aurez 2 professeurs de français cette année. Je me chargerai de la moitié des cours magistraux. Les cours magistraux, nous sommes sur cette configuration-là, c'est-à-dire la totalité de la promotion. Vous avez 4 cours magistraux par semestre. Il y en a 2 qui sont consacrés à des questions de linguistique, je commencerai par cela, et 2 qui seront faits par Madame Pio, ma collègue, qui concernent des questions pédagogiques. Ensuite, vous avez 20 TD, travaux dirigés. Vous êtes divisé en 2 groupes, et au cours de ces 20 TD, les questions qui sont abordées, c'est essentiellement les questions de remise à niveau au point de vue des connaissances et au point de vue des écritures. Autrement dit, compétences grammaticales et compétences d'écriture. Je développerai dans un instant pourquoi. Et puis ensuite, vous avez 10 TP, et au cours de ces 10 TP sont abordées les questions de pédagogie. Les manuels de lecture, l'apprentissage de la lecture, tout un ensemble de domaines, la didactique de la conjugaison, etc. Et l'année prochaine, les choses sont inversées, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus que de la didactique et de la pédagogie, et une toute petite partie qui est de se rappeler quelques cours qui remettent à flot les grandes idées et de la grammaire et de l'écriture. Pourquoi une organisation de ce type-là? Eh bien, parce que ce master, vous l'avez compris, c'est un master qui exige de vous des connaissances relativement précises et relativement complexes en fonction des matières. Pardon. Des connaissances qui ne se limitent pas, hélas, à un champ, comme on pourrait dire qu'un prof de français, il a une vague connaissance du Moyen-Âge, une connaissance honnête du 16e, 17e, une bonne connaissance du 19e. Bon. Non, vous allez devoir être prof de musique quand il s'agira de faire de la musique, prof de technologie quand il s'agira de faire de la SVT, SVT, art plastique, mathématiques évidemment, anglais ou allemand. Vous avez une polyvalence dans votre formation qui va demander une maîtrise des contenus. Mais cette maîtrise des contenus, elle n'est rien sans la capacité à transmettre ces contenus. Donc, si je vous dis comment on fabrique les imparfaits en français, eh bien, vous prenez le verbe, vous ôtez, vous prenez le radical, vous ajoutez AI, et puis ensuite SST, ONS, EZ, ENT, sauf dans les verbes, il faut en plus rajouter un E. Bon, ben, ça a pris 15 secondes. Mais avec un élève de CE2, ça prend 15 jours. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'à un moment donné, on veut leur faire toucher du doigt la nature de la connaissance que l'on veut leur transmettre et que cette connaissance, elle soit utilisable immédiatement, qu'elle soit fréquentable et qu'elle soit applicable. Donc on construit lentement la
connaissances, étape par étape, que l'on veut leur transmettre. Et donc, vous aurez évidemment des cours sur les connaissances, et ce qui va avec, c'est des idées sur comment on enseigne ces connaissances, comment on transmet ces connaissances, comment on fabrique un parcours adapté à un élève. Et dans la mesure où cet élève, il a 3 ans en petite section de maternelle et il a 11 ans, 10 ans en CM2, sur cette vaste durée de leur vie, leurs compétences variant, leurs compétences cérébrales en particulier variant, eh bien, il faut s'adapter à la capacité cognitive d'apprentissage de l'élève. Alors, vous avez donc les TP, qui sont vraiment les questions de pédagogie. Vous serez en petits groupes, vous serez des groupes d'une quinzaine. En TD, des groupes de 25, ce sera grammaire et écriture. Et puis CM, c'est moitié linguistique, moitié pédagogie. Et l'année prochaine, c'est que pédagogie, grosso modo, parce que rappelez-vous que l'année prochaine, vous aurez des élèves, donc les questions seront d'autant plus importantes de votre part de savoir ce que l'on fait avec ces élèves. 10 minutes d'introduction avant de commencer vraiment sur le sujet. Vous vous destinez à un concours. Ce concours, vous savez qu'il est en 3 épreuves écrites. La première épreuve écrite, c'est le français. Chacun de mes collègues vous décrira sa propre épreuve. Pour l'épreuve de mathématiques, monsieur Rousset, et le choix de la polyvalence, c'est-à-dire de cette partie, soit histoire-géographie, soit musique-art, soit SVT, SPT. Chacun de mes collègues vous expliquera la nature de son épreuve et de ce qu'il faut faire pour réussir à cette 3e partie de l'épreuve écrite du concours. Pour le français, grosso modo, est divisé en 2 grandes compétences de votre part. 2 grandes compétences. Une première compétence qui est une compétence vraiment linguistique. Alors la linguistique, je vous rappelle, c'est la maîtrise de la langue. C'est la maîtrise, c'est la connaissance du système de la langue. On va vous poser des questions qui sont des questions d'orthographe, de grammaire, des questions sur le sens des mots, la fabrication des mots, sur la construction des mots dilexiques. On va vous poser des questions sur la capacité que vous avez à analyser la langue que vous parlez et que vous enseignerez. Cette capacité, elle va vous surprendre. Elle va vous surprendre beaucoup parce que si elle est décrite dans les documents officiels comme étant la maîtrise de la grammaire, par exemple, tel que peut le faire un élève de collège, donc de cycle 4, je reviendrai sur les cycles dans un instant, c'est bien parce qu'on ne fait de la grammaire en France que jusqu'à la fin du collège. Et donc, vous devez avoir la maîtrise de quelqu'un qui fait de la grammaire, tant qu'on fait de la grammaire dans le système éducatif. Mais il est évident que si je vous dis, par exemple, dans le texte suivant, analyser les imparfaits, je ne m'attends pas à ce que vous me sortiez les imparfaits et vous me dites, ça c'est un imparfait, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ce qu'un élève sait faire. Or, l'élève, quand il est en CM2, il a bac -7. Vous aurez bac +5. Si ces 13 années qui vous séparent des élèves fait que vous savez exactement faire ce que savent faire les élèves, ça craint. Évidemment, vous devrez avoir une analyse qui est une analyse de quelqu'un qui a bac +5. C'est-à-dire que vous devrez porter un regard sur la langue, qui est un regard analytique, qui dépasse très très largement toutes les compétences que peuvent avoir des élèves, plus des élèves de terminale, plus des élèves de licence. Vous devez maîtriser l'observation de la langue et vous devez non seulement appliquer la grammaire, mais savoir pourquoi la grammaire est comme cela. Pourquoi on organise la langue de cette façon ou de telle autre façon. Et il y a une idée qui sans doute vous perturbera beaucoup dans les débuts, c'est que la grammaire, c'est mon cours de la fin de semaine, c'est une description décrit des phénomènes, au lieu que ce soit des chiens, des chats, des fourmis, c'est des mots. Mais la grammaire qu'on enseigne à l'école, c'est une grammaire simplifiée. C'est une grammaire pour enfants. Prenons un exemple dans un autre champ qui est celui de
d'histoire, en CM2, vous avez la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale avec les enfants de 10 ans, on ne leur explique pas dans un détail très poussé les camps de concentration, avec les corps que l'on charrie à la pelleteuse, avec les corps démembrés, avec le système d'asphyxie et des champs de choses. Là, on reste sur un niveau qui est un niveau acceptable pour une petite tête de 10 ans. La grammaire, c'est pareil. La grammaire scolaire, c'est une petite grammaire pour petite tête. Et le problème, c'est que avec vos bac plus 5, vous avez une grosse tête comme ça qui devra se fabriquer. Vous devrez avoir une perception très très fine des phénomènes linguistiques. Et ce qu'on appelle la grammaire scolaire, c'est-à-dire ce qui s'enseigne à l'école, étant très souvent très réducteur et très simplificateur, il faudra que vous ayez un regard qui soit beaucoup plus analytique. Et c'est cela que va demander le jury du concours. Ce n'est pas si vous êtes en CM2, mais c'est bien si vous êtes en Master 2. Donc, une perception beaucoup plus importante. Donc, une épreuve qui est une épreuve de linguistique, grammaire, orthographe, lexique, et une épreuve d'écriture. Épreuve d'écriture, à partir d'un texte, on vous pose une question de dissertation, et cette question de dissertation a deux objets. Dites-vous bien que ce n'a absolument pas comme objet de voir si vous avez une pensée originale ou novatrice. Non, ce que l'on cherche à savoir, c'est si vous savez organiser une pensée cohérente. Et si de surcroît vous manifestez une compétence culturelle particulière. On va vous sortir un texte et à partir de ce texte, on va vous dire l'homme et l'animal sont-ils radicalement opposés? La réponse, on s'en fout comme de l'an 40, disons-le clairement. Mais ce n'est pas l'objet d'avoir une réponse originale. L'objet de cette question-là, c'est de voir quel savoir littéraire, musical, pictural et éventuellement cinématographique vous êtes capable de mobiliser pour nous montrer qu'il y a une liaison entre l'homme et l'animal ou qu'il n'y a pas de liaison entre l'homme et l'animal. Donc ce n'est pas du tout un exercice qui consiste à essayer de définir une pensée précise et absolument révolutionnaire. Non, c'est le moment où on mobilise sa culture pour montrer qu'on est un enseignant qui sera capable dans sa classe de faire des ponts entre les disciplines, d'organiser une pensée cohérente et clairement exprimée. Et l'exercice de dissertation, il ressemble davantage à un train qu'à un avion. L'avion, il décolle, il peut aller n'importe où. Le train, il est toujours sur ses rails. Et la dissertation, c'est un exercice qui est d'une limitation extrême, une norme, une forme, une organisation. Et on est dedans ou on n'est pas dedans. Une introduction, c'est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. On regarde, est-ce qu'il y a 4 temps dans cette introduction? Oui, non. Si c'est non, c'est mal parti. Donc nous aurons pas mal de travail autour de cette écriture, commencerons la semaine prochaine, de même que nous aurons beaucoup de cours qui tournera autour de la maîtrise de la langue, du fait de la nature de ce concours qui vous est proposé. Pédagogie, écriture, c'est les mamelles de cet enseignement. Cet enseignement, il est annualisé. Alors, M. Roussel a dû nous expliquer la chose, c'est que contrairement aux licences, une grande partie des licences, qui fonctionnent en 2 semestres par année, nous avons fait le choix de faire fonctionner l'année de master dans un seul bloc. Autrement dit, vous n'aurez qu'une seule grande session d'examen. Jusque 2 ans auparavant, vous aviez 2 sessions, une en décembre et une en juin, avril, mai, juin. Et ces 2 sessions faisaient qu'il fallait rendre tout un ensemble de travaux pour décembre. Ça rajoutait un petit peu de stress et de travail aux étudiants que vous étiez. Donc les conseils de perfectionnement dont parlait tout à l'heure M. Mulliard, qui sont aussi l'organe au cours duquel on transforme ou on modifie la structure de nos enseignements, les conseils de perfectionnement ont émis l'idée qu'on pourrait annualiser
d'enseignement, c'est-à-dire tout faire jouer sur une seule session d'examen qui se tiendra donc la première semaine de juin. Mais il n'empêche qu'au cours de l'année, vous aurez tout un ensemble d'exercices. Je vous donnerai moi des exercices à chaque cours à faire ou à ne pas faire. Voilà pourquoi mes cours finalement fonctionnent avec à chaque fois un exercice que nous faisons ensemble et puis un autre. Et cet autre, vous le faites si vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Si vous avez l'impression que c'est une notion parfaitement maîtrisée, bon, vous pouvez le faire pour la route, pour le fun, et me le rendre et je le corrige. Mais si vous avez l'impression que c'est un exercice pour vous qui est extrêmement simple, bah, pas besoin spécialement de me le rendre. Il n'empêche que vous aurez des exercices comme cela. Et concernant l'écriture, il faut être assez clair sur la question. Quand on fait une dissertation dans son année, ben, on est compétent comme quelqu'un qui a fait une dissertation. Quand on en fait 5, ben, on est compétent comme quelqu'un qui a fait 5 dissertations. Mais quand on en fait 10, on n'est pas compétent comme quelqu'un qui en a fait 10. On est compétent 10 fois plus, 20 fois plus que quelqu'un qui en a fait 5. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on acquiert l'automatisme. C'est la même chose que vous avez peut-être sans doute expérimenté entre vos 15 premières heures de conduite et le reste. Vous ne vous posez pas de questions, je pense, quand vous conduisez, sur comment on fait pour changer une vitesse. Vous étendez une jambe, vous manipulez ça se fait automatique. Or, les 15 premières leçons de conduite, les 15 premières heures de conduite, vous étiez comme ça, vous donniez des ordres à la jambe pour aller là-bas sur la pédale, vous trembliez sur le... Ben, c'est pareil, les dissertations. Les 10 premières dissertations, les 5 premières dissertations, elles sont nullissimes. Nullissimes. Et puis après, on commence à être... Et ayez en tête que dans l'optique d'un concours, on n'est pas sur une optique où oh, ça va le faire. On est sur une optique où seuls les meilleurs réussissent. Il y a 400 candidats, il y a 130 postes. Ceux qui ont 18 de moyenne générale sur les 5 épreuves du concours, ils l'auront le concours. Ceux qui auront 17, ils l'auront aussi. 16, 13, 14, et puis c'est tout. Enfin, ceux qui auront 13, ceux qui auront 12, ceux qui auront 11, ils rateront le concours. Donc il ne faut pas être bon, il faut être très bon pour obtenir un concours. C'est une idée que je développerai davantage encore l'année prochaine, mais ayez en tête que vous ne visez pas simplement l'obtention du master. Vous visez aussi une formation personnelle qui vise quand même à l'excellence. Donc ça, c'est un point fort important de nos relations, c'est que je vous donne plein d'exercices, mais si vous ne les faites jamais, il ne faut pas venir me voir après le partiel en me disant oh, ben, « je n'ai pas compris comment vous avez une introduction ». Vous avez donné 10 affaires d'introduction, combien m'en avez-vous rendu? 1, 2, 3, 5. Bon. Il faut aller jusqu'au bout. Pour réussir dans cette optique, je vais mettre à votre disposition tout un ensemble de documents. Il y a ce cours que nous avons ensemble, mais mes cours sont de surcroît écrits de A à Z et en totalité. J'attends que la bestiole chauffe. Monsieur Rousset vous a parlé de Moodle. Vous aviez peut-être accès, pour ceux qui étaient à l'Université de Franche-Comté, déjà l'année dernière, à cette plateforme de formation à distance. Moodle, c'est un espace numérique. Notre environnement numérique est fait d'un ensemble de services. L'emploi du temps, on appelle ADE, très important. La messagerie, essentielle, mais aussi un lieu d'auto-formation ou un lieu dans lequel les enseignants placent tout un ensemble de ressources. Et cet espace, ce lieu, contient la totalité de mes cours écrits. Hop, attendez, je vais déplacer ça. Vous êtes sur un moteur de recherche à l'université. Vous avez un onglet sur la page d'accueil de l'université qui s'appelle ENT, Environnement numérique de travail. Et là, vous pouvez vous connecter avec vos mots de passe. C'est en général votre initiale, plus les
5 ou 7 premières lettres de votre nom. Quant à votre mot de passe, eh bien, on le dira confidentiel. Et vous avez donc à partir de là accès aux différents services. Alors, pour trouver Moodle, il est sous pédagogie, le dernier onglet pédagogie. On vous fait passer par quelques étapes, accéder à Moodle en tant que membre d'université. Et vous avez les cours qui vont apparaître sous INSPE, BEF premier degré, M1. Là, on vous demandera peut-être un code de connexion pour accéder au cours. Ce code, M. Rousset vous l'a donné hier, hein, c'est M1, M majuscule, 1, E majuscule, D, U minuscule, 90. DM1 d'effort. Et là, vous avez les 3 unités d'enseignement avec tous les cours. Certains enseignants ne mettront rien du tout comme élément disponible. Et d'autres en mettront davantage. Alors, en ce qui me concerne, donc français et mathématiques, français semestre 7, français semestre 8. Voilà, vous avez CM1, CM2, et ensuite ça part TD1, TD2, TD3, TD4, TD36. Et dedans, vous avez tous les documents que je distribue de manière physique et tous mes cours écrits. Vous avez donc mes cours en vrai, si je puis dire, et vous avez de surcroît la possibilité de les avoir sous leur format écrit pour plus de compléments. Reste encore une dernière idée, et nous attaquerons notre premier cours, que les enseignants de l'université sont de grands acteurs, c'est-à-dire que nous avons passé des années, 8 ans en général, à apprendre des contenus. Et donc nous sommes capables de les déverser pendant des heures et des heures. La pièce peut jouer sans vous. Vous verrez très vite que si vous n'interagissez pas avec nous, on va parler pendant 2 heures, 4 heures d'affilée. C'est tout à fait dans nos capacités de faire du monologue. Donc c'est à vous de mettre le haut là. C'est à vous de dire hop, hop, hop. Quelle est la différence entre, quel est le sens de ce mot curieux que vous venez d'employer? Voilà. Il faut que vous preniez la main et la parole dans les cours pour nous stopper. Parce que sinon, ça va se dérouler comme ça, pendant 8 heures par jour, pendant 5 jours et pendant 40 semaines. Donc c'est, voilà, on est mieux devant la télévision, devant Hercule Poirot pour dormir, plutôt que devant mes cours. Donc interrompez-moi quand vous en avez la possibilité. Eh bien, vous allez avoir donc aujourd'hui notre premier cours de linguistique. Ce qui va vous paraître peut-être sur ce premier 15 jours un peu particulier dans les cours que vous allez recevoir, dans toutes les matières, c'est que comme vous êtes issus de licences très différentes, de baccalauréats très différents, en gros, nous ne savons pas exactement jusqu'où vont vos connaissances. Quelle est la nature de ce que vous savez dans tel ou tel champ. D'où la nécessité, dont je parlais tout à l'heure, de fabriquer des groupes. Parce que si dans votre groupe, il y a un étudiant de l'EPAPS, il vous expliquera plus facilement tout ce qui relève de la physiologie, tout ce qui vous relève des SVT peut-être. Et par contre, en grammaire, si vous en avez un qui est en lettres modernes, ou en maths, si vous en avez un qui était dans une science, quelle que soit la science, on maîtrisera quand même davantage les contenus. Donc c'est ça l'idée aussi, c'est d'interagir avec les M2, alors ça arrivera par la suite dans cette semaine, mais d'interagir aussi entre vous pour essayer de clarifier les contenus. Donc en début dans ce premier mois même, comme nous ne savons pas où se trouvent les curseurs, il faut que chacun considère qu'en fait, les questions ne sont pas idiotes. C'est-à-dire que s'il y en a une ou un parmi vous qui a une question, vous pouvez être sûr que les 3 quarts de la salle ont la même question, mais n'osent pas la poser. Donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis pour ceux qui savent déjà cela, parce qu'ils étaient dans le cursus en question, eh bien vous passerez la définition des droites parallèles
en regardant au plafond, ça durera 5 minutes, et puis M. Rousset enchaînera après par quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Et c'est pareil pour moi, si vous ne savez pas la définition de ce que c'est qu'un phonème, eh bien, vous l'apprendrez, et puis pour les autres, eh bien, vous attendrez que ça passe. Alors, le premier cours, donc, c'est un cours de linguistique. Mais avant, avant, je voudrais définir un certain nombre de mots, parce que j'emploie des mots, et évidemment, ces mots, je considère que tout le monde les connaît, mais on a vu le langage. J'ai employé 4 mots qui sont absolument à maîtriser dans leur sens. C'est didactique, c'est pédagogie, c'est séquence et c'est séance. On ne parle que de ça dans tous les cours que vous allez avoir, et pourtant, il faut être bien sûr de savoir ce que c'est. Je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez acquérir des contenus. Qu'est-ce qu'un imparfait? Comment s'est formé l'imparfait? Quand est-ce que s'utilise l'imparfait? Quelles sont les valeurs de l'imparfait, par exemple? Mais je vous ai dit aussi qu'une fois que vous sauriez ça, vous verriez la didactique de l'imparfait. Autrement dit, comment on enseigne l'imparfait. Didactique, d'abord, est-ce que didactique, quelqu'un peut me le définir de manière simple et claire? Qu'est-ce que la didactique? Oui? Non, ça c'est la pédagogie. Mais pas mal, quand même, pas mal. Vous avez déjà, oui? Non plus, non plus. C'est l'organisation du savoir. L'organisation du savoir. Pour le faire de manière beaucoup plus nette, c'est le découpage du savoir en tranches. Découpage du savoir en étapes, en morceaux, en parcours, si vous préférez. Je vous ai dit tout à l'heure que pour former un imparfait, on prenait le radical du verbe, on ajoutait AI, et puis on ajoutait après SST, ONS, EZ, ENT. Et puis parfois on mettait un E entre les deux, genre mangue. Manger, ça fait mangue. Si je mets AI au bout, ça fait manguer. Je manguais des oranges. Non, il faut un E, je mangeais des oranges. Ça, c'est la connaissance. Mais maintenant, si je veux l'expliquer à un élève, je commence par quoi? Est-ce que je commence par leur dire que l'imparfait, comme la plupart des temps, a une terminaison qui est SST, ONS, EZ, Est-ce que je commence par ça? On a vu le présent, je finis, tu finis, il finit. Bon. Est-ce que je cours, tu cours, il court? Est-ce que je commence par dire aux élèves qu'il y a une terminaison à l'imparfait? Ou est-ce que je commence par leur dire qu'il faut prendre le radical? Qu'est-ce que c'est qu'un radical? Je leur explique, que je leur dis qu'il faut prendre ça. Puis est-ce que je leur dis qu'entre la terminaison et le radical, on va intercaler la désinence propre à l'imparfait? Puis quand est-ce que je leur dis qu'il y a des verbes où ça ne marche pas, il faut en plus rajouter un E phonique qui permet de passer de gueux à je. Et ça, c'est la connaissance. Mais je commence par quoi? J'enchaîne par quoi? Je fais quoi ensuite? Et quoi ensuite? Ben ça s'appelle la didactique. Ça s'appelle la didactique, c'est-à-dire qu'on définit un objet d'enseignement, on définit un contenu, on se dit mon cours, ce sera sur les droites parallèles, et après on se dit, j'ai 1 heure devant moi. 1 heure devant moi pour parler des droites parallèles. Alors je vais faire 5 minutes, je vais faire 10 minutes, je vais faire encore 15 minutes, je vais faire 10 minutes, j'en suis à quoi? 10, 20, 30, 40, il me reste encore 20, qu'est-ce que je fais? Dans quel ordre? Dans quel ordre j'amène les informations? Et ça, c'est ce qu'on appelle la didactique. La didactique, c'est le découpage du savoir, de la connaissance, en tranches. J'aime bien ce principe du tranche. Vous voyez, je prends une tranche, c'était la terminaison. Une tranche, c'est le radical. Une tranche, c'est la désinence. Une tranche, c'est les lettres intercalées phoniques. Donc, c'est des tranches, mais dans quel ordre je les mets? Dans quel ordre je les mets? En général, les enseignants sont assez bons didacticiens. C'est-à-dire que quand on maîtrise un contenu,
on voit bien par ce qui est le plus simple. Donc, on va commencer par le plus simple. Puis ensuite, bon, on va amener telle notion. Voilà, s'organiser, c'est relativement simple. Un manuel scolaire, ce qu'il fait en général, c'est de la didactique. Quand vous prenez un manuel de CP, vous prenez la première leçon, c'est sur le A ou le O. Après, on étudie le I, on étudie le L. Bon, voilà, on prend l'alphabet et tous les sons du français, et puis on les organise sur 120 pages. Ben ça, c'est de la didactique. Par quoi on commence, par quoi on finit. Didactique. Mais il n'y a pas que cela, cette capacité à découper dans la maîtrise que doit avoir un enseignant. Il y a la seconde, qui est ici, c'est la pédagogie, et votre camarade a donné la définition de la pédagogie, c'est la manière de transmettre le savoir. La manière de transmettre le savoir. Allez, je vais consacrer 15 minutes à expliquer aux élèves qu'il faut, pour trouver l'imparfait, partir du radical du verbe. 15 minutes sur le radical, puis ensuite je partirai de le AI, et puis ensuite je partirai sur le SST. Bon, 15 minutes. Comment je fais ça pendant 15 minutes? Quels sont les choix que je fais, qu'on appellera donc des choix pédagogiques, pour mettre en scène cette découverte du radical? La pédagogie, c'est la mise en scène du savoir. Est-ce que je distribue des feuilles? Est-ce que je donne un exercice? Est-ce que je fais quelque chose au tableau? Est-ce que je distribue un tableau? Est-ce que j'interroge les élèves à l'oral? Et comment je vais organiser ces 15 minutes? Quelles activités je propose pour mettre en scène le savoir? Et ça s'appelle la pédagogie. Et en général, c'est là que pêche l'enseignement. C'est-à-dire que découper le savoir en tranches, avec un peu d'habitude, ça se fait. Mais par contre, trouver le bon dispositif pédagogique, le bon truc, la bonne activité qui accroche l'esprit de l'élève, qui accroche son intérêt, qui le met en phase avec ce que vous avez à chercher, et puis ça sur 1 heure, et puis sur 6 heures par jour, et puis sur 4 heures par semaine, 4 jours par semaine, ben, c'est plus compliqué. Donc, ce que nous apprendrons ici, c'est évidemment la didactique du français, comment on casse les notions, mais aussi quelles sont les grandes options pédagogiques du français. Je traiterai par exemple l'imparfait. Quand vous aurez enseigné le futur, il faudra transposer ce que je dis, les manières dont je parle sur le futur, sur d'autres temps que vous aurez à enseigner. Quand, par exemple, nous travaillerons sur la découverte du principe alphabétique, je ferai une leçon sur le son S, par exemple, le son SE, pardon, la lettre S. Eh bien, quand vous aurez à faire ABCD jusqu'au bout, les 26 lettres, il faudra transposer un petit peu, chercher ce qui peut encore se garder par rapport à ce que j'ai dit, et quelles sont les manières que vous pensez les plus aptes pour transmettre à vos élèves ces différents sons. Sachant que théoriquement, à la première année, vous n'avez pas de CP. Donc, ça simplifie un peu sur ces questions-là les choses, mais un jour, vous en aurez dans votre carrière, c'est quasi assuré. Donc, la didactique, c'est le découpage en étapes du savoir. Pour la pédagogie, c'est la mise en scène du savoir. C'est la recherche d'activités qui permettent de mettre en scène le savoir. Il reste 2 notions que j'ai écrites ici au tableau, c'est séquence et séance. Alors, la différence est tout à fait simple. Vous confondez les deux à l'oral du concours, c'est terminé. Clairement, c'est absolument terminé, le concours est fini. Les enseignements étant complexes, on n'arrive pas à apprendre quelque chose de complet, de construit aux élèves en 1 heure. Donc, on le fait sur plusieurs heures. Pas plusieurs heures d'affilée, mais plusieurs heures par jour. On fait une leçon de français de 9 à 10 le lundi, de 9 à 10 le mardi, de 9 à 10 le jeudi, etc. Et si on estime qu'il nous faut 6 heures pour faire passer la notion, eh bien, on considère qu'on aura 6 séances successives sur cette notion-là. Et ces 6 séances regroupées autour d'un objectif unique, eh bien, c'est ce qu'on appelle une séquence.
Autrement dit, j'ai un objet à transmettre, et cet objet à transmettre, il est complexe. Je le classe en 4 grands temps pour 4 heures différentes, en 5 grands temps, en 2 grands temps, ce qui me donne, eh bien, si j'estime que la notion a besoin de 6 heures pour être transmise, 6 séances d'1 heure, j'en ferai une lundi, une mardi, une jeudi, une vendredi, une lundi, une mardi. Découper ça sur une semaine et demie. Découvrir cet objet d'enseignement-là se découpera en séance 1, séance 2, séance 3. Et la séance 1, elle sera 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Elle se découpera en minutes, comme la séance 2 se découpera elle-même en subdivisions, etc. À l'oral du concours, vous avez une première épreuve qui est une épreuve de pédagogie didactique du français et des maths. On vous donne une page de manuel et on vous dit, voilà, que faites-vous avec ça, avec une classe de CM1? Ben, vous avez à construire, construire une heure de cours avec votre classe de CM1 virtuelle en disant, eh bien, l'objectif que je fixe à ma séquence, ce sera ceci et cela. Et dans cette séquence, il y a là, ici, là, la séance que je vais vous proposer, c'est la 3e, c'est la 5e, c'est la 6e. Et voilà comment elle se déroule. Au cours des 5 premières minutes, au cours des 10 qui suivent, je leur demande, je fais, je regarde, et vous déroulez ça comme ça. Une séquence, c'est un ensemble de séances qui visent un même objectif. Un ensemble de séances qui visent un même objectif. Vu que tout le monde va employer ça à tout bout de champ dans tous les cours, même si ça paraît complexe pour l'instant, ça émergera plus facilement dans votre esprit très rapidement. Et nous apprendrons à fabriquer des séquences, et nous apprendrons évidemment à fabriquer des séances. Oui, la séquence relève davantage de la didactique. Je vais faire ça d'abord, puis ça ensuite, puis ça, puis ça. La séance, elle aussi, il aura un découpage des notions, mais ça s'intéressera plus à la mise en scène. D'abord, on va observer une image, et puis on va trouver les mots qui contiennent le son se. Alors ensuite, on va regarder un objet de référence, sapin, par exemple. Ensuite, on va regarder les lettres majuscules. Comment ça se fait, cette lettre qui fait le son se? Voilà, on va découper pendant 1 heure différentes activités et différentes mises en scène. Bien, ceci était donc l'introduction de ce cours de linguistique, qui n'est pas tout à fait de la linguistique, mais qui était le vocabulaire de base dont nous allons avoir besoin pour observer l'acte de signe. Bon, je vous donne le plan de mon cours, ce qui facilite. Donc, nous aurons ensemble 2 cours de linguistique. Vous avez eu une petite introduction avec 4 définitions. Maintenant, nous allons passer sur le premier point, qui s'appelle langue et langage. Avec une petite remarque, c'est que le son G est celui du son A, sauf cas d'espèce fait Ga. Donc, il n'y a pas besoin de U, un langage. En anglais, language. Language. Oui, il y a un U. Mais en français, GA, garage, gâteau, langage, il n'y a pas besoin. Il y a un autre faux ami comme ça en français-anglais, c'est hero. Hero. Un hero, ça s'écrit comme ça en anglais, mais en français, il y a toujours un S. Toujours un S, un mot singulier, un héros. Donc, quelques faux amis. Bon, ah bon. Alors, langage. Dans le langage courant, vous allez dans la rue. Dans la rue, les gens, ils ne sont pas bac plus 5. Hein. En général, c'est quand même un très haut niveau d'études auquel vous aspirez. Donc, vous aurez des connaissances qui vont avec ce haut niveau. Mais vous allez dans la rue, vous dites à quelqu'un, quelle différence existe-t-il entre langues et langages? Vous trouvez des choses, vous pouvez dire que c'est la même chose, c'est tout à fait identique. Dans les faits, ça ne l'est pas. Techniquement parlant, on confond séance et séquence, on confond didactique et pédagogie, c'est très, très ennuyeux. Confondre langues et langages en termes
maîtrise des contenus pour un master MEF, c'est très très gênant aussi. Donc, alors, allons-y. Qui me fait une petite proposition sur l'un ou sur l'autre, sans avoir lu mes cours que vous pouvez avoir? Oui, parce que ceux qui sont sur mon cours et qui sont en train de le lire, les réponses sont dedans. Dites-moi. Alors, je valide un bout de celui-là. On va dire un demi de celui-là, je valide. Le langage, la langue est propre à un groupe humain. Propre à un groupe humain. Ici, bien que nous ayons des maîtrises de langue sans doute très différentes, certains d'entre vous parlent sans doute très bien anglais, allemand, turc, arabe, russe peut-être, roumain. Il n'empêche que, qui fait un peu notre lieu de contact, ça reste le français. Donc la langue est propre à un groupe humain. Est-ce que quelqu'un me tente un peu de précision? Pas davantage. Alors je vais commencer par le langage. Le langage, c'est une aptitude. Une aptitude, c'est une compétence, c'est une habileté, si vous préférez encore, c'est une faculté à communiquer. C'est une aptitude, faculté à communiquer que tous les êtres vivants possèdent et qu'ils possèdent ces êtres vivants en commun avec les autres membres de leur espèce. C'est une habileté, une capacité, une aptitude, une faculté à communiquer que l'être vivant, on va parler de l'animal, l'insecte, possède pour communiquer avec les autres membres de son espèce. Voilà pourquoi cette habileté, ce langage, on le dit souvent universel. Alors, puisque c'est un féminin, c'est que les féminins, faculté, compétence, aptitude, universelle de Husserl. Non pas parce que tout le monde a la même, mais parce que tous les membres d'une espèce ont la même. Tous les membres d'une espèce ont la même faculté à communiquer. Autrement exprimé, si vous prenez un individu venant de notre part de notre planète, un habitant de Chine, un habitant d'un n'importe quel pays d'Amérique du Sud, du Nord ou d'Afrique, ce qui lui sert à communiquer et la capacité qu'il a à communiquer sera identique à vous et moi. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Si vous prenez une abeille, l'abeille communiquera avec les autres abeilles de manière identique ici ou dans une ruche d'Amérique du Sud. Si vous prenez une fourmi, si vous prenez un requin, il communiquera avec, non pas la fourmi, mais avec le requin, avec cette capacité qu'il a à communiquer, un chien, un chat, etc., entre eux. Donc les êtres vivants, ils ont une capacité à communiquer entre eux à l'intérieur d'une espèce. On parlera du langage des fourmis, du langage des abeilles, du langage des requins, du langage des humains, précisera quels humains en général. La notion d'humain est découpée quand même en plusieurs sous-espèces. Homo erectus, il y a 1 500 000 ans. D'autres formes, il y a 60 000 ans, encore l'homme de Néandertal. Bon, définirez ça dans un instant. Donc, une aptitude à communiquer. Et elle est universelle parce qu'elle est liée à notre, elle est inscrite, pardon, dans notre ADN. Elle est inscrite dans notre ADN. Acide désoxyribonucléique. ADN, ça va mieux. Acide désoxyribonucléique. Qu'est-ce que c'est que l'ADN? Si on devait définir cela de manière simple.
Et ne dites pas que vous ignorez ce mot, la télévision ne fait que parler d'ADN. N'importe quel détective cherche des traces d'ADN sur n'importe quel cadavre. Donc, on voit ça à la télévision en permanence. Donc, le mot n'est pas nouveau pour vous. Et qu'est-ce que c'est exactement l'ADN? L'ADN, c'est un plan de montage vivant. Un plan de montage vivant. Autrement exprimé, c'est une suite qui explique l'organisation des cellules de l'être vivant auquel cet ADN appartient. Vous prenez l'ADN d'une fourmi, et bien dans cette suite d'instructions qui est son ADN, vous aurez une indication qu'elle a un nombre de pattes précis, qu'elle a des antennes en nombre précis lui aussi, qu'elle a des phéromones, des poches qui exhalent des odeurs, les poches à phéromones, pardon, elle émet des phéromones. Si vous prenez une abeille, eh bien vous aurez ses ailes. Et si vous prenez un humain, eh bien l'ADN de l'humain va vous dire à quoi ressemble la bestiole dans sa globalité. Vous n'avez pas vu Jurassic Park, c'est dommage. Dans Jurassic Park, on trouve l'ADN d'un dinosaure et avec ce plan de montage, et on reconstruit des dinosaures. C'est un film de fiction, mais il n'empêche que le principe de l'ADN est tout de même là. C'est un plan de montage. Et les êtres vivants appartenant à une espèce ont grosso modo le même ADN, sauf une minuscule, une infime partie qui est celle que vous héritez de vos propres parents. Autrement dit, votre ADN et le mien est absolument totalement identique, sauf une infime partie qui est celle qui explique que nous avons des différences corporelles. Bon, moi, je suis beau. Alors, évidemment, c'est particulier, mais la couleur des cheveux, la couleur des yeux, différents éléments que j'hérite de mes parents, comme vous héritez de vos parents. Et quand on parle d'ADN dans les séries policières, on parle de cette infime partie qui permet de désigner chaque individu. Parce que, évidemment, si on étudie l'ADN global et qu'on dit « Ah, le meurtrier est un humain », ça laisse quand même 7 milliards de possibilités pour qui est cet humain. Donc, on regarde la toute petite partie. Donc, une fourmi, elle est construite comme une fourmi. Une abeille, elle est construite comme une abeille, et un humain, c'est construit. Nombre de doigts, nombre d'oreilles, nombre d'yeux, nombre d'organisation globale de la créature, c'est construit selon un plan de montage qui est décrit par l'ADN. Et donc, dans cet ADN, il y a des éléments qui sont les éléments qui nous servent à communiquer. Et ces éléments, on les dit psychophysiologiques. C'est une habileté, aptitude, compétence à communiquer universelle. Psychophysiologique. Parce qu'il y a des éléments qui sont liés à la construction de notre cerveau, et grosso modo au reste du corps, on appellera physiologique, le cerveau étant tout de même une partie du corps, hein, évidemment, psychophysiologique. Vous reconnaissez ici un mot peut-être qui est physique, physis, en grec. Il y a un autre mot qui veut dire à peu près la même chose en grec, c'est soma. Soma, qui veut dire le corps, qu'on trouve dans somatique. On a des troubles somatiques, des troubles du corps. Enfin, somatique ou physiologique, c'est à peu près la même chose. En effet, dans notre organisation corporelle, comme dans celui du requin, du dauphin, de la fourmi ou autre, la créature est organisée pour posséder des outils qui lui servent à communiquer. Les outils qui lui servent à communiquer. Alors, je prends deux exemples. Les fourmis, par exemple, elles communiquent en frottant leurs antennes les unes contre les autres. C'est ce qui leur sert, la présence des antennes et le mouvement des antennes, à indiquer des dangers, à indiquer des proies éventuelles, à indiquer tout un ensemble d'informations. Et elles communiquent aussi en dégageant des phéromones, je l'ai dit il y a un instant, des phéromones, c'est-à-dire des odeurs. Il y a des poches dans le corps de la fourmi qui dégagent des odeurs. Autrement exprimé, jamais nous ne parlerons comme une fourmi, parce que des antennes, nous n'en avons pas. Et nos moyens de communication ne sont pas ceux-là. Une abeille, elle communique avec ses antennes de la même façon, mais elle communique aussi en orientant son vol. En fonction de la forme exécutée par le vol de l'abeille,
on indique la présence de telle ou telle fleur dans un champ, la distance de ce champ, la présence d'un danger. On communique grâce aux ailes. Jamais nous ne parlerons l'abeille couramment, parce que des ailes, nous n'avons pas. Mais nous avons d'autres choses. Et ces deux autres choses, elles relèvent du corps et elles relèvent de la formation d'esprit, du cerveau. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que c'est universel. Sur le corps, nous avons grosso modo trois parties essentielles de notre corps qui nous servent à communiquer. Trois parties. Tout d'abord, c'est le couple poumon-cage thoracique. Cage thoracique. Celle-là, on n'y pense jamais, mais notre moyen d'expression et de communication essentiel, ça reste la voix. Or, la voix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des vibrations de l'air. Ça aussi, c'est assez contre-intuitif, mais ce que vous entendez depuis 1 heure et demie que nous sommes ensemble, ce que vous entendez, en fait, c'est les vibrations de l'air qui sortent de mes poumons. Mes poumons expulsent de l'air, mais cet air, il est comprimé. Cet air, il est profilé, pourrait-on dire, pour onduler dans l'espace. Et vous avez dans l'oreille une petite membrane qu'on appelle le tympan, qui est faite justement pour recevoir ces ondulations. Et ce que vous percevez de moi depuis 1 heure et demie, c'est en fait des vibrations que j'envoie, des vibrations de l'air. Et pour envoyer des vibrations de l'air, il faut bien que j'ai quelque part une réserve d'air. Si vous prenez une cornemuse, si une cornemuse ça fait du bruit, c'est bien parce qu'il y a une poche à un endroit, et vous faites sur la poche pour faire des vibrations, pour expulser de l'air. Une manière toute simple de le savoir, c'est d'essayer de parler sans jamais prendre sa respiration. Alors, tant qu'il y a de l'air dans les poumons, la voix porte, mais moins il y a d'air dans les poumons, moins la voix est capable de fabriquer des vibrations. Et puis, quand il n'y a plus d'air, je suis très essoufflé. Quand il n'y a plus d'air, ça ne circule plus. Vous avez vu Alien, Alien, le premier Alien, sur la couverture du DVD, il y a marqué dans l'espace, on ne vous entendra pas crier. Une grande évidence, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc la voix ne fonctionne pas, mais en l'occurrence, c'était plutôt pour dire que ça allait faire peur. Bon, le poumon emmagasine l'air, le recrache, absorbe, le recrache. Incidemment, ça sert aussi à oxygéner le sang et l'ensemble de la créature, mais ça sert aussi de réserve d'air pour fabriquer des vibrations. Et la cage thoracique, cette boîte que nous avons avec les côtes et la colonne vertébrale, elle sert comme dans un tambour, elle sert comme dans une guitare ou une contrebasse, elle sert de caisse de résonance. Mais, allez-vous me dire, c'est bien beau d'avoir de l'air dans les poumons, mais ça ne fait pas la communication. Vous-même, depuis 1 heure, je ne vous entends pas, mais j'espère que vous respirez. L'air, sans doute, passe un petit peu dans vos poumons. Ben, c'est parce que l'air, avant d'être expulsé par les poumons, il va passer par deux filtres qui vont justement lui donner les vibrations dont il a besoin pour fabriquer ce qu'on appelle la voix. Le premier, c'est le couple larynx corde vocale. Alors, qu'est-ce que c'est que les cordes vocales? Les cordes vocales, c'est ce que, pardon, le larynx, c'est la partie dure que vous sentez là quand vous pressez sur votre gorge. Ce n'est pas de l'os, c'est du cartilage. C'est une pince. C'est une pince. C'est une pince qui est contrôlée par une quarantaine de muscles quand même. Et l'objet de cette pince, c'est d'obstruer la sortie de l'air. Quand vous respirez là pour l'instant, l'air il entre, il ressort, il ne se passe rien. Mais mon larynx, à moi, en ce moment, il est en train de restreindre la sortie de l'air pour que l'air vibre. Et il vibre au moyen justement de ce larynx
le larynx, ce qu'on trouve ici, et qui sert à mettre en position une pince, vous voyez, une pince, voilà cette pince, ici, qui sert à mettre en position deux petites bandes de tissu qu'on appelle les cordes vocales, et qui vont servir justement à filtrer l'air, à condenser l'air, à compresser l'air. Celui qui a compris ça véritablement, c'est un savant qui s'appelle Hertz. Hertz. Et il a créé une échelle qui analyse justement la modulation de l'air, des ondes, qui quantifie la compression des ondes sonores. Vous savez par exemple que les radios émettent en mégahertz. Retrouvez notre radio sur 102 MHz. Voilà, ce sont des très fortes émissions. La voix humaine, elle émet entre 80 et 1500 Hertz. 80 et 1500 Hertz. Et en fonction de la modulation, de la compression, eh bien, vous avez plus ou moins, enfin, vous avez des sons différents de part, et une puissance plus ou moins grande de la voix. Comment fonctionne le larynx? Eh bien, c'est simple, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On a deux théories, vous lirez ça le détail de mon cours, on a deux théories. On a une théorie qu'on appelle hustonienne, à cause d'un Raoul Husson, qui est un physiologiste. Et Raoul Husson a émis l'idée que le langage était directement commandé par le cerveau, et spécifiquement le larynx. Je veux faire le mot cheval. Eh bien, le larynx ordonne, le cerveau, pardon, ordonne au larynx de se positionner pour faire le son che, le son e, le son ve, le son a, le cheval. Bref, le cerveau commande en direct le larynx pour le positionner. Et puis, on a une autre théorie que les médecins appellent myoélastique, qui considère que, en fait, le cerveau commande l'acte de communication et pas les sons. Le cerveau, le cerveau veut cheval. Et donc, ce qu'il donne comme ordre, c'est de fabriquer cheval, et le corps, mécaniquement, positionne le larynx pour que les différents sons sortent globalement. Est-ce que nous sommes sur un système où le cerveau demande tous les sons, ou est-ce qu'il demande l'acte de communication global? On n'en sait absolument rien. La médecine progresse, on le saura peut-être un jour. Et puis enfin, dans mon petit, j'ai effacé, c'est dommage, dans mon petit schéma, l'air sort, ben, vous avez compris qu'il y avait la bouche au bout. La bouche au bout. La bouche au bout, la langue, évidemment, les lèvres et le palais. Tout, hein. Mais en l'occurrence, ces éléments-là principalement, lèvres, palais et langue. Pas de langue. On peut à peu près parler, on peut parler, mais simplement on n'arrive pas à compresser l'air pour faire tous les sons. Et si je prends le son le, par exemple, c'est un le, vous apercevrez que la langue se colle au palais. La pointe de la langue, qu'on appelle apica, ça se colle au palais. Pourquoi? Parce que l'air, par conséquent, ne pouvant pas sortir tout droit, sort par les côtés. Et ça le compresse, cette lettre. Et donc, ça fabrique ce son le que vous entendez, parce qu'il sort avec les cordes vocales qui le compressent et avec le fait que la langue bloque sa sortie. Le. Vous avez, voilà pourquoi on appelle ce son-là apicopalatal. Apicopalatal, apica, c'est la pointe de la langue, palatal, le palais, apicopalatal. On verra ça l'année prochaine, la classification des sons. Vous avez des sons qui ont absolument besoin des lèvres. Comment le savoir? Bien, vous mettez un stylo dans votre bouche et vous dites papa va au travail en partant. Papa va au travail en partant. Vous avez des sons qui ont absolument besoin que l'air se compresse derrière les lèvres avant d'être expulsé. C'est ce qu'on appelle les sons occlusifs
euh, je ne peux pas les faire si les lèvres ne sont pas agitées. N'agissent pas. Et c'est la même chose sur le palais. Le palais sert à faire glisser l'air, à compresser l'air, à faire circuler l'air et à lui donner la fréquence dont on a besoin pour communiquer. Donc nous avons une capacité à communiquer par la voix qui est liée à notre construction, une construction biologique. Et voilà pourquoi un Chinois ou un Indien ou un Allemand, même un Allemand, communique à la même faculté de parole que nous, parce qu'il est fabriqué de la même façon. Ça, c'est la partie physiologique, c'est la partie corporelle. Mais il y a aussi la partie cérébrale. Et au point de vue cérébral, il y a deux zones essentielles qui nous servent à la communication telle que nous la pratiquons, nous. La première, qui a été découverte, 1864, c'est ce qu'on appelle l'air. Alors, le cerveau, il est fait d'air AIRE. AIRE, d'espace, comme le R d'autoroute, mais en l'occurrence, c'est des airs cérébrales. Donc, vous avez le cerveau, il est organisé comme ça. Le nez est là. Les yeux et le nez sont là. La colonne vertébrale est ici. Ici, lobe frontal gauche. Avant, les étudiants disaient ou ça, mais maintenant, j'ai plus de cheveux. Ça se voit mieux. Ici, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca, B-R-O-C-A, parce que c'est Broca, médecin, qui en 1864 puis en 1866 a fait une communication à la Société des sciences parisiennes en disant qu'il avait découvert que lorsque cette zone du cerveau était atteinte par une quelconque infirmité, la capacité à produire la voix disparaissait. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. A, c'est privatif. Aphasie, A-P-H-A-S-I-E. L'aphasie, c'est quand on n'est pas capable de parler. Comment il l'a découvert? Eh bien, il l'a découvert en observant des cerveaux de personnes qui étaient aphasiques et il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de blessures, des problèmes de formation, des problèmes de contusion. Quand cette zone-là est atteinte, nous ne sommes plus capables de produire la parole. Autrement dit, le corps ne donne plus l'ordre, le cerveau ne donne plus l'ordre au corps de fabriquer la parole. Ça a été une révolution parce qu'auparavant, on pensait que les personnes qui ne parlaient pas ne pensaient pas. On pensait que la parole et la pensée étaient la même chose. Simplement, il y a un cas qui est un peu perturbé, c'est qu'il y avait un très grand professeur de médecine qui était devenu aphasique et qui était devenu le sujet d'étude de ses camarades. Il disait, regardez le pauvre professeur qui était un éminent intellectuel, son cerveau s'est arrêté, il ne parle plus. Et il a retrouvé la parole, c'est une aphasie provisoire, et il allait voir ses collègues, et il leur a dit, quand tu disais devant tout le monde ceci et cela, sache que je t'entendais, et que je savais donc parfaitement que c'était faux. Donc on a dit, ah, ça veut dire que la parole n'est pas le signe du fonctionnement ou non du cerveau. Il doit y avoir une subdivision quelque part qui provoque la parole. Si vous avez un problème avec cette zone-là, donc vous ne parlerez pas, mais vous comprendrez tout à fait. Parce que la partie compréhension, elle se trouve juste derrière, et c'est très logique, elle se trouve derrière l'oreille. Je vous ai dit que la voix, c'était des ondes. Ces ondes, elles arrivent dans mon tympan vibre, je reconnais les ondes et je transmets ces vibrations à ce qui est juste derrière le cerveau, qu'on appelle l'aire de Wernicke. Il est là en 1900. Et Wernicke démontre qu'il y a une zone particulière du cerveau qui sert à la compréhension. Broca, c'est production du langage. Wernicke, c'est compréhension du langage. Et disons-le clairement, on ne sait pas comment ça marche. Je vous ai donné le principe, oreille, transmission, mais sur le détail, on est encore très dans l'expectative, disons. Il y a 3 ans, 2 études de 2 grandes universités ont proposé des résultats. Il semblerait que le bas, ça c'est Harvard qui dit ça,
le bas de la zone de Wernicke soit spécialisé dans la reconnaissance des consonnes. Alors, ça voudrait dire que quand je vous parle, votre cerveau, il repère des sons, puis il traite dans une zone les consonnes et il traite dans une autre zone les voyelles. Mystère de la vie. Enfin, voilà, c'est le résultat de la recherche. Le bas de la zone sert à reconnaître les consonnes. Quand quelqu'un a des problèmes sur le bas de la zone de Wernicke, il ne perçoit plus les consonnes dans les mots. C'est un peu problématique. Et puis Oxford a démontré il y a 4 ans maintenant, 4 ans, que vous voyez que le cerveau s'est fait de sillons, c'est fait de creux et de bosses comme ça, il y a des sillons. Le dernier sillon de l'aire de Wernicke, quand il est moins profond qu'il ne devrait être profond, c'est ce qui explique l'autisme. L'autisme. C'est-à-dire que l'autisme, c'est en fait une malformation cérébrale. Et toute l'humanité scientifique en est bien convaincue, sauf la France. Parce qu'en France, on fait un traitement psychanalytique de l'autisme, donc on fait un traitement social. On considère que c'est un traumatisme de l'enfant dans le milieu social. Or, Oxford a démontré très clairement que c'est en fait une malformation du cerveau. Toujours est-il, quand on a un problème avec la zone de Wernicke, on ne comprend plus. Alors, ça donne des patients extrêmement problématiques parce ils parlent, comme vous et moi, puisque l'aire de Broca fonctionne, mais le problème, c'est qu'ils sont incapables d'entendre et de comprendre ce qu'on leur dit. Vous avez donc ici le principe du langage humain qui repose sur une capacité à produire la voix, et cette capacité à produire la voix, elle est liée à notre organisation corporelle et à notre organisation cérébrale. Dans notre ADN, il y a l'organisation cérébrale et corporelle qui est la nôtre, et il y a donc des zones spécifiques qui nous servent à communiquer. Et nous communiquons, nous, comme humains, de manière spécifique au genre humain, parce que nous avons cette organisation-là. Une fourmi a un langage de fourmi, mais son organisation est cérébrale et corporelle, mais ce n'est pas la même chose. Pour développer un petit peu cette dimension, si vous prenez le cerveau d'un singe, d'un gorille, ben, vous savez qu'on dit que, si vous avez le nez ici et l'œil ici, les gorilles, ils ont un tout petit front. Et après, on dit qu'ils ont plutôt le front plat. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que de leur tout petit front jusqu'à la cime du crâne, le crâne monte, non pas plat comme nous, mais part à l'horizontale. N'est pas vertical, pardon, comme nous, mais. Et le problème, mon dessin n'est pas très bon, c'est que justement, ce qui manque, c'est ce que nous avons, nous, en particulier comme aire de Broca. Ce qui fait qu'un singe, ça ne parlera jamais, comme nous. Un singe, c'est un langage des singes. Le singe communique avec des singes, ça c'est absolument sûr. Mais le problème, c'est qu'il ne parlera jamais comme nous, parce que cérébralement parlant, il n'est pas organisé comme nous. La planète des singes, ce sera toujours de la science-fiction, à moins de leur greffer un morceau de cerveau qui contienne les zones que. Et en anthropologie, il y a des grandes questions qui se posent sur les autres formes d'humains qui ont existé. On sait par exemple que. On est quoi comme espèce humaine d'ailleurs? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 1,5 million d'années, 1,5 million Homo erectus. On n'est pas des Homo erectus, bien qu'on se tienne debout. On est quoi, nous? Les Homo quelque chose. On est des Homo sapiens. Il y a une subdivision qui s'appelle Homo sapiens sapiens, ce qu'on appelle aussi des hommes de Cro-Magnon. Cro-Magnon est une grotte dans le Périgord, dans lequel on a trouvé au XIXe siècle, XVIIIe siècle, un squelette, et on pensait que c'était le plus vieux spécimen de notre espèce. On a donc appelé ça l'homme de Cro-Magnon. Grosso modo, on ne sait pas trop quand l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens sapiens, apparaît. Disons qu'il apparaît entre 200 et 300 000 ans. Il y a 200, 300 000 ans. On pensait avant 100 000 ans, mais on trouve de plus en plus des squelettes anciens
disons 250 000 ans, ça fait 250 000 ans que notre espèce existe. Cette espèce est fabriquée donc comme nous, puisque nous sommes les hommes de Cro-Magnon, des sapiens sapiens. Ça veut dire que ça fait 250 000 ans que les hommes communiquent comme nous sommes capables de communiquer. Les hommes qui ont peint sur les grottes de Lascaux, les grottes Chauvet, ils parlaient comme nous, ils pensaient comme nous. Ils avaient le même cerveau que nous, organisé de la même façon que nous, de même qu'une fourmi d'il y a un siècle, elle communiquait comme les fourmis de notre siècle à nous. Mais les autres formes d'humains, comment communiquaient-ils? On a un grand cousin qui vivait en Europe qu'on appelle l'homme de Néandertal. Néandertal, vous avez déjà tous entendu parler de l'homme de Néandertal, il a disparu il y a à peu près 60 000 ans. L'homme de Néandertal, on ne sait pas exactement comment il a disparu. Pendant très longtemps, on s'est demandé si on ne l'avait pas mangé, tout simplement, si on ne l'avait pas exterminé. Maintenant, l'hypothèse qui se fait, c'est qu'on se serait plutôt mélangé avec. Mais l'homme de Néandertal, il a une particularité, c'est qu'il a un plus gros cerveau que nous. Un plus gros cerveau que nous, et en particulier toute la partie arrière. Ça implique quelque chose, c'est qu'il a une meilleure vue que nous. Là, c'est le cortex visuel. Alors, qu'est-ce qu'il voit, l'homme Néandertal? On n'en sait rien. Est-ce qu'il voit plus loin par rapport à nous? Est-ce qu'il voit plus petit? Est-ce qu'il voit d'autres couleurs que nous? Qu'est-ce qu'il voit? On n'en sait rien du tout. Simplement, il a plus des zones de la vue plus développées. Mais la grande question qui se pose, c'est de savoir si ces deux aires de la communication-là sont identiques ou pas. Et ça a des enjeux très, très importants parce que quand on regarde les sociétés fabriquées par les hommes de Néandertal, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des communautés qui font 20, 30 personnes, rarement au-delà. Or, nous, on est capable de fabriquer des communautés de 1,5 milliard de personnes. On est capable de fabriquer des villes de 10 millions de personnes. On est capable de se trouver ici, 60 dans la même salle. Pourquoi? Bien, c'est justement à cause de notre aptitude à communiquer. C'est parce qu'on communique. On est en phase, en capacité de s'unir et de fonctionner ensemble. Vous mettez 60 chiens dans la cour, vous revenez dans 2 ans, ils sont soit encore 60, soit ils se sont bouffés entre eux, soit mais ils n'ont pas construit une niche. Ils ne sont pas récité des poèmes, ils ne sont pas fabriqué une centrale électrique. Bon, nous, ça nous a mis un peu de temps quand même aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont en nombre qu'on fabrique quelque chose. Nous, notre capacité sociale, elle est liée énormément à notre capacité à communiquer. Donc, si on trouve un homme de Néandertal qui fait de toutes petites communautés, ben c'est peut-être parce qu'il a aussi une capacité à communiquer un peu inférieure à la nôtre. Donc, c'est un des enjeux de l'anthropologie que de se demander d'où viennent, à partir de quand, l'espèce humaine, les homos quelque chose, à partir de quand ils ont eu cette aptitude à communiquer comme nous l'avons nous-mêmes. Bon, alors que retenir pour l'instant? Eh bien que nous communiquons. Nous communiquons au moyen essentiellement de la voix. C'est une production corporelle et cérébrale. Production corporelle et cérébrale, qu'elle est liée à notre organisation corporelle et cérébrale, qu'elle est inscrite dans notre ADN, de fait, et que, par conséquent, tous les humains communiquent avec les mêmes moyens corporels et cérébraux. Comme toutes les fourmis communiquent avec les mêmes moyens cérébraux et corporels. Pour la langue, j'ai fait langage, je vais faire langue maintenant, eh bien la langue, votre camarade a donné l'essentiel, c'est que la langue, elle n'est pas universelle. Le langage est universel, mais pas la langue. La langue, elle est locale. Premier point, donc la langue est locale, ce que disait votre camarade, et elle appartient à un groupe humain restreint. Elle appartient à un groupe humain restreint. La définition, c'est le deuxième morceau. Je vous dis par rapport à la définition de votre camarade. Qu'est-ce que c'est que la langue? Eh bien, c'est la mise en application propre à un groupe humain
propre à un groupe humain, mise en application propre à un groupe humain, de la faculté à communiquer. L'application locale, propre à un groupe humain, du langage, de la faculté à communiquer. Attendez, je vais mouiller ça parce que sinon, je ne pas en son. Nous arrivons donc à mon deuxième point maintenant, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Premier point, donc langue et langage. Second point, langue et langage. Deux, donc langage universel, aptitude commune à toute l'humanité. Langue, application, utilisation du langage par chaque groupe humain. Deuxième point, la double articulation du langage. Double articulation du langage. De fait, le langage humain, il a une particularité de toutes les espèces vivantes de cette planète. Notre langage à nous, il a une particularité, c'est qu'il a un double niveau. Qu'est-ce que c'est qu'une articulation? C'est quelque chose qui fait pivoter. Qu'est-ce que c'est qu'une articulation? J'en ai une ici, j'en ai une là, voilà, j'en ai une ici, voilà, j'en ai quelques-unes. Bref, l'articulation, c'est ce qui permet à deux éléments de pivoter. Donc le langage humain, il repose sur deux niveaux. Et c'est unique de tous les langages des espèces, des êtres vivants sur notre planète, deux niveaux d'articulation. Nous sommes en effet, alors c'est là qu'il va falloir commencer à apprendre un peu de vocabulaire, nous sommes en effet capables de fabriquer des sons. Ce en quoi nous sommes semblables à toutes les créatures vivantes de cette planète. J'exclus les arbres, les plantes, c'est un petit peu particulier pour eux. Nous fabriquons tout d'abord des sons. A, E, B, F, que, M, T, R. Là, nous fabriquons des sons. En linguistique, on ne parle pas de son. On a un terme un petit peu plus scientifique que l'on utilise. C'est le mot phonème. On reconnaît phone, c'est le grec qui veut dire voix. Phonème. L'humain, il est capable, comme tous les autres animaux, de fabriquer des sons. Il fabrique des phonèmes. La définition de phonème, vous devez l'apprendre hélas par cœur parce qu'elle est utilisée de manière absolument universelle par tout le monde pédagogique ou scientifique. Un phonème, c'est une unité, ça veut dire un seul, unité sonore, c'est un son, mais troisième mot, distinctive. Unité sonore distinctive, c'est-à-dire que c'est un son différent d'un autre son. Le A, il est différent du O. Donc ça fait deux sons. Le son A, le son O. Le son P, il est différent du son F. Le son T, c'est une unité. C'est un son. Et il est différent des autres sons. Alors, à votre avis, combien l'humain est-il capable de fabriquer des sons différents? Je vais donner des exemples. Il y a A, il y a O, il y a B, il y a F, il y a Q, il y a R. Combien de fréquences votre voix est-elle capable de fabriquer différentes pour fabriquer des sons? Alors, il y a les sons du français, bien sûr, mais il y a des langues qui ont des sons que nous n'avons pas en français.
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de sons qui n'existent pas en français, mais qui existent dans telle ou telle langue? Alors, pour vous aider, je vous aide. En espagnol, le J se prononce R. R. Ça existe aussi en arabe. Mais vous voyez, je ne vais pas dire je vais nager dans la piscine. Je vais nager dans la piscine, pas nager dans la piscine. C'est un son qui existe en grec aussi. R. Quels exemples de sons qui n'existent pas en français vous pourriez me donner? Oui, le the. E en anglais, qui ne se dit pas the, c'est la différence entre couler et penser. To think, ça veut dire couler. To think, ça veut dire penser. C'est un son qui existe en grec aussi. Fe. Il y a deux lettres en grec qui fabriquent ça, le felta et puis le theta. Deux sons qui fabriquent, deux lettres qui fabriquent. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Il y en a un en allemand, qui n'est pas un che, comme on dirait en français, mais qui est un ch. Ich bin ein Berliner, dit un président américain qui se rend à Berlin pendant la guerre froide. Ich bin ein Berliner. C'est pas ich bin, ça c'est français qui dit ça. C'est ich, c'est un ch. On expulse l'air sur le bas. Ça, c'est un son qui n'existe pas en français, qui existe en grec aussi d'ailleurs, qui existe en allemand. En espagnol, il y en a d'autres. Pour ceux qui ont fait de l'espagnol, il y a la jota, donc le re, mais quoi d'autre? Alors le re, qui n'est pas tout à fait le même que nous, on dit route, on dit route à la rigueur quand on a des accents bourguignons, mais pour un re, route, c'est re, bon, davantage en espagnol. Mais je pensais à un autre qui est plus ennuyeux à prononcer, dites-moi. Et oui, que nous on dit ni, la niña, mais c'est pas un nia, une fille, la niña, c'est ni, c'est un N palatisé, palatal, où l'air passe par le palais. De même, il y a deux N, on prononce li en français, mais liamo Florent, c'est gamo, un peu différent. Bref, il y a des sons dans les autres langues que les autres langues n'ont pas. Et nous avons un son très particulier en français que personne, presque aucune langue n'a. C'est le son U. En général, la lettre qui va avec se prononce OU dans la plupart des langues. Mais nous avons un son qui est U, très particulier. Alors, à votre avis, maintenant que vous avez un peu d'infos, combien l'humain est-il capable de fabriquer de sons et combien y en a-t-il en français, utilisés en français? Pas d'idée. Bon, mais on est capable de fabriquer 61 sons en tant qu'espèce humaine. Il y a 61 sons différents, 61 phonèmes, 61 unités distinctes. Et sur les 61, le français, on utilise 37. Toute la langue française, les 60 000 mots du dictionnaire, les 60 000 mots du dictionnaire sont fabriqués avec 37 sons. Oui, là, il y a feu, o, ne, est, me, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, U, 6, le 9 déjà, 7 de I, te 8, celui-là je l'avais déjà, S nouveau, celui-là je l'avais déjà, celui-là je l'avais déjà, celui-là je l'avais déjà, encore un nouveau, je l'avais déjà ici, celui-là je l'avais déjà là, le te je l'avais déjà ici, le 1, on voit un nouveau, le que, ben, il est nouveau, le te, il était déjà là, le ve, il est nouveau. Voilà. Avec 37 sons, on fabrique la totalité des mots du français. Et c'est ça la deuxième articulation du langage. C'est-à-dire que notre langage repose sur un étage où on fabrique des sons, mais, et là, il n'y a que nous qui savons faire ça en tant qu'humains, il y a un deuxième étage, c'est que nous sommes capables d'associer des suites de sons pour fabriquer des mots.
il y a des assemblages qui ne veulent rien dire. Si je vous fais Pökerömöfötö, ça ne veut rien dire du tout. C'est un assemblage de sons, ok, mais au bout du compte, ça veut rien dire. Mais en français, ben, on a 60 000 mots, on a 60 000 assemblages qui ont un sens en accumulant des sons. Un animal, si vous prenez un chien par exemple, il est capable de fabriquer 40 aboiements. Ça dépend des races de chiens, mais bon, allons-y sur cette base-là. C'est-à-dire que le chien est capable d'envoyer 40 messages. En fonction des circonstances, fait des cris, des aboiements, et ça envoie 40 messages parce qu'il a 40 phonèmes, grosso modo, à sa disposition. Nous, avec une boîte à outils à 37, on fabrique 60 000 mots, mais on fabrique des phrases dont le nombre est totalement infini, puisque chacun d'entre vous peut fabriquer autant de phrases qu'il veut, qui seront différentes des phrases de ses camarades. Notre capacité à communiquer, elle est là. Elle est dans cet assemblage que chaque langue fait d'un ensemble d'éléments qui portent du sens. Alors, on appelle ça en linguistique de trois manières différentes en fonction des pays. Alors, quand on lit de la littérature scientifique, il faut être capable de repérer les différentes variations. On appelle ça un morphème. On connaît le grec morphé qui veut dire la forme. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? C'est une forme particulière. Morphème. On appelle ça, en linguistique plus traditionnelle, un signe, pas le bestiole CY, mais le signe comme ça de la main. Ou on appelle ça, dans la littérature plutôt anglo-saxonne, monème. Bon, moi je parle de morphème, ce sera toujours la même chose, mais ça peut vouloir dire la même chose. Alors, de même que unité sonore distinctive, il y a une définition à maîtriser. C'est une unité sémantique dans sémantique, on reconnaît sème qui veut dire le sens. Unité sémantique distinctive. Ça veut dire que c'est un assemblage unique qui a un sens particulier, distinctif, différent des autres. Et pour vous l'expliquer simplement, là-dedans, il y a des sons qui sont semblables, che, a, te, che, a, on, chat, chapeau, château, mais aucun de ces mots n'a un rapport entre l'un et l'autre. Le château n'est pas l'habitation du chat, et le chapeau n'est pas fait en peau de chat. Ces mots-là ont des sonorités communes, mais il n'empêche que chacun de ces mots-là est une unité qui est faite de phonèmes, qui a un sens, et qui est différent, le sens est différent de l'un à l'autre. Unité, c'est un bloc, qui a un sens, et le sens est différent de l'un à l'autre. Unité sonore distinctive. Alors, hélas, on va commencer par avoir votre premier devoir de la semaine, et même de l'année, c'est que la liste des 37 phonèmes, il faut la savoir. Et cette liste des 37 phonèmes ne se confond pas avec notre alphabet. Alors, nous allons prendre un point suivant qui va expliquer la chose. Donc, 3, appel et phonème. De quand date l'écriture, à peu près? Depuis quand est-ce que l'humain a eu l'idée de gribouiller les trucs? Et d'ailleurs, plutôt que de gribouiller, c'est de graver les trucs. Depuis quand est-ce que l'avance... Il y a deux dates. Vous allez rencontrer bientôt M. Zvadja, qui sera votre professeur d'histoire, mais il faut que vous arriviez avec lui en sachant les deux dates clés de l'humanité. Ma naissance, non, c'est pas ça. C'est la première, la naissance de l'écriture, et la deuxième, la naissance de l'agriculture. Naissance de l'agriculture. En quoi est-ce important l'agriculture? Oui.
Oui, mais on pourrait cueillir des choses sur les arbres et vivre tout aussi sainement. L'essence de l'agriculture, c'est la sédentarisation de l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris que planter quelque chose, ça faisait apparaître au même endroit quelques semaines après quelque chose qui se mangeait, on n'a plus besoin de choisir, de passer d'arbre en arbre, de région en région. Et donc la naissance de l'agriculture, c'est la fin des chasseurs-cueilleurs, c'est la naissance des villes. C'est la naissance de ce principe qui est la communauté sédentaire, le village, la ville, sur lequel repose la civilisation humaine, en grande partie. 8000 avant Jésus-Christ. Ou Iran-Irak, ce qu'on appelle la Mésopotamie. Mésopotamos, c'est entre deux fleuves. L'un s'appelle l'Euphrate et l'autre s'appelle le Tigre. C'est là que naît l'humain comprend qu'il peut cultiver la terre. Donc, il peut rester habiter ici. C'est les premières villes, c'est Babylone, c'est Ninive, c'est Ur, c'est les premières villes de l'humanité. Et puis, il lui faudra encore 4000 ans pour inventer au même endroit le principe qui suit, qui est celui de l'écriture. 3007 avant Jésus-Christ, l'écriture. Les humains ont construit des communautés qui s'agrandissaient et, de fait, la gestion de la communauté a eu besoin d'un outil. Vous voyez, admettons que je sois le chef de ce village que vous représentez. Nous répartissons des fonctions. Moi, je suis chef, quelqu'un est sorcier, prêtre, d'autres est guerrier pour nous défendre, d'autres cultivent la terre. On va s'organiser pour échanger les biens. Ceux qui élèvent vont donner des animaux aux autres, ceux qui cultivent vont donner de la nourriture aux autres. Mais plus la société se complexifie, plus on a besoin d'un système rationnel. Et 3007 avant Jésus-Christ, on trouve des tablettes, et sur ces tablettes, nous avons des registres comptables. C'est-à-dire que sur le registre, là, on est 60, donc je sais qu'un tel a 3 cochons, un tel a 2 poules, et un tel a 10 arbres de terrain. Mais si nous sommes 10 000, comment je sais qui a quoi? Comment je sais qui a payé les impôts? Comment je sais qui possède quoi? Eh bien, il nous faut un moyen de conserver l'information. Et les premières écritures de l'humanité, c'est donc des tablettes comptables où on a des signes qui désignent des animaux avec des unités, des barres, des points, qui désignent ce que les uns et les autres possèdent, ce que les uns et les autres ont donné à la communauté comme impôt, comme moyen de subsistance. 3007 avant Jésus-Christ, c'est donc la naissance de l'écriture. Et pour écrire, les humains ont finalement développé deux principes. On a un principe qu'on appelle alphabétique, et un principe qu'on appelle idéogrammique. Alphabétique ou un principe idéogrammique. Le premier qui est apparu, c'est le principe idéogrammique. C'est-à-dire que les humains ont inventé des dessins pour renvoyer aux objets dont il était question. Et sur les tablettes de Mésopotamie, par exemple, on a des dessins comme ça. Avec un plus gros, on a ça. Et puis après, on a des petites barres, des points. Les barres représentent les unités, les points représentent la dizaine. Et on sait qu'un tel, il a donné de ça en 3 plus 10 en 13. Qu'est-ce que c'est? C'est du blé, par exemple. C'est du bois. C'est des animaux. L'écriture idéogrammique, elle consiste à associer à un mot, un morphème, un dessin unique. Un mot, un dessin unique. C'est le cas, par exemple, du mandarin. Le mandarin, c'est la langue qui se parle en Chine. Les Chinois ne parlent pas chinois. Les Chinois parlent une langue qu'on appelle le mandarin. Le mandarin, vous avez autant de mots que dans notre langue à nous, mais simplement, chacun de ces mots est associé à un dessin individualisé. Ce qui signifie que on montre à un Chinois un mot qu'il n'a jamais vu, il ne peut pas savoir ce que c'est. Parce qu'il ne se découpe pas comme nous en petites parties, c'est un bloc, c'est un tout qui renvoie à un mot. L'apprentissage par les Chinois de leur écriture consiste à mémoriser
les mots les uns après les autres pour pouvoir les réutiliser. Et parallèlement, il y a un deuxième principe qui s'est développé plus tardivement, qui est le principe alphabétique, qui consiste à associer à un son une petite unité, un petit dessin, qu'on appelle une lettre dans le langage commun, mais qu'en linguistique, on appelle un graphème. Un graphème. Et les graphèmes sont plus ou moins liés à des sons uniques. Donc ça, par exemple, c'est un graphème. Ça, c'en est un autre, ça, c'en est un autre, et encore un, et encore un. Et vous le savez comme moi, en français, il y a 26 graphèmes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Il y a 26 graphèmes, il y a 26 lettres de l'alphabet pour rendre compte de nos 37 phonèmes. Est-ce que vous en connaissez d'autres d'alphabet? Et si je pose la question, la réponse est oui. Hein. Simplement, il faut chercher un petit peu dans votre esprit. L'espagnol, ça s'écrit avec le même alphabet que nous. L'alphabet grec, voilà, l'alphabet grec. Puis, je vous écris quelque chose de ce genre-là. Bah, vous maîtrisez l'alphabet ou vous ne le maîtrisez pas, pour savoir comment ça se prononce. Vous le maîtrisez, bah, vous arrivez à le lire, vous ne le maîtrisez pas, vous n'y arrivez pas. Pantarei, c'est une phrase d'un philosophe grec qui veut dire tout fout le camp, tout coule, tout disparaît. Pantarei, tout disparaît, tout passe. Philosophie, un petit peu du temps qui passe. Bah, Panta, rei, alphabet grec. Quel autre alphabet vous connaissez? L'alphabet cyrillique. Nous sommes sur deux moines, qui s'appellent Cyril et Méthode, qui, au 7e siècle, sont envoyés dans ce qu'on appelle la Russie pour essayer de faire une adaptation de l'alphabet grec aux sonorités propres, aux phonèmes propres du russe, du proto-russe. Et ils inventent un alphabet qu'on va appeler cyrillique, à partir du nom du premier des moines, Cyril, l'alphabet cyrillique. Il y a des lettres dans l'alphabet russe que nous n'avons pas dans notre alphabet à nous. Alphabet arabe, alphabet coréen, alphabet, il y a des dizaines et des dizaines d'alphabets. Il y a donc des dizaines de façons d'écrire les phonèmes. Des dizaines de façons d'écrire les phonèmes. Je vous donne un exemple tout simple. Ce que nous, en alphabet latin, nous écrivons comme ça, c'est-à-dire le son I, c'est écrit en grec comme ça. C'est une sorte de N avec une jambe qui plonge sur la bouche. Un I, un Ita. Ça se prononce en grec ancien, ça se dit Eta. En grec moderne, c'est Ita. C'est la lettre qui renvoie au son I. Donc nous avons des phonèmes et ils ont des écritures. Je vous expliquerai ça une autre fois, mais une grande partie des lettres de notre alphabet dérivent des hiéroglyphes. Ça, c'est ce qu'on a découvert il y a une petite dizaine d'années. C'est que les premiers alphabets du monde, qui viennent donc du Moyen-Orient, sont importés par des voyageurs d'Égypte. Et les voyageurs d'Égypte, ils ont pris des hiéroglyphes et en fait, ils leur ont donné une autre signification. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un hiéroglyphe qui représente une tête de bœuf. Imaginez les yeux ici et puis les formes là. Et les Grecs l'ont retourné et les Latins l'ont retourné aussi. Et donc, le hiéroglyphe qui désignait le bœuf, c'est devenu l'alpha, c'est devenu le A pour nous. Si je prends le hiéroglyphe, par exemple, qui représentait la corbeille, son corbeille avec son nom ici, il a été simplifié de cette façon-là, et c'est la lettre S de l'alphabet grec. Ça s'est simplifié un petit peu comme ça par la suite. On a d'autres hiéroglyphes, par exemple, comme ce qu'on appelle la table d'offrande. C'est un hiéroglyphe un peu compliqué, parce qu'il fait des triangles. Hop.
monter sur l'ordre du triangle, dans ce sens-là. C'est des triangles inversés une fois sur deux, hop, tac, puis on fait un autre, comme ça, hop, puis c'est comme ça. Table d'offrande. Donc, c'est une table avec dessus des tréteaux et puis des plateaux sur lesquels on offre des choses au mieux. Table d'offrande. Ben, il s'est simplifié comme ça. Et ça a donné l'oméga, que ça a donné le W. Donc, les hiéroglyphes, en fait, ont une tendance à, pas tous, pas toutes les lettres, mais enfin, une partie de notre alphabet dérive du principe hiéroglyphique ou d'hébreu. Tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que si vous demandez à un Russe d'écrire sa langue, il va le faire avec l'alphabet russe. Si vous demandez à un Grec d'écrire sa langue, il va le faire avec l'alphabet grec. Est-ce que vous connaissez un pays qui, dans les années 1920, pour être précis 1923, pays d'Europe, a changé son alphabet? C'est de l'Europe de l'Est. La Turquie. En 1923, en Turquie, se termine un principe politique presque millénaire, qui était le sultanat. Les Turcs avaient un roi, qui était aussi chef du monde musulman, un sultan. Et en 1923, suite à la Première Guerre mondiale, un coup d'État renverse le sultan et place à sa tête un président qui s'appelle Mustafa Kemal Atatürk. Kemal Pacha dit Atatürk. Et en 1923, Atatürk a pris un ensemble de décisions pour transformer son pays. Et la première décision qu'il a prise, une des premières décisions qu'il a prises, c'est de ne plus utiliser l'alphabet arabe. Comme le sultan était chef du monde musulman, on écrivait la langue turque avec l'alphabet arabe. Et il décrète qu'on écrira désormais le turc avec l'alphabet latin. Vous allez en Turquie, vous lisez les panneaux, prenez un livre en turc, c'est notre alphabet à nous. Et c'est notre alphabet parce qu'en 1923, Atatürk a décidé que la transformation, on n'écrira plus le turc avec l'alphabet arabe, mais on écrira avec l'alphabet latin. C'est une décision de comment on écrit une langue. Hein. C'est une décision, mais il faut quand même que ce soit un peu une décision collective parce que ça implique tout le monde. Donc, si je demande à quelqu'un d'écrire sa langue, il le fera avec son alphabet. Voilà pourquoi en linguistique, on a inventé un alphabet neutre, en quelque sorte. Un alphabet neutre qui est l'alphabet qui désigne non pas les lettres d'une langue, mais qui désigne directement les sons. Cet alphabet neutre, on l'appelle l'alphabet phonétique international. L'alphabet phonétique international. C'est donc une liste de 61 lettres, et chaque lettre renvoie à un son. Et si je prends par exemple ces trois lettres-là en français, ben, c'est trois lettres pour un seul son. Trois lettres pour un seul son. Le principe de l'alphabet phonétique, c'est qu'on a une lettre, un son. Une lettre, un son. Il y en a 61 parce que l'humain est capable de fabriquer 61 sons. Et pour le français, ben, il y a 37 lettres spécifiques de cet alphabet que les Français utilisent. Alors hélas, il va falloir l'apprendre, l'alphabet phonétique international. Je le dis hélas, parce qu'il est d'un usage très commun dans l'éducation nationale, mais aussi parce que c'est des questions au concours. Autrement dit, au concours, on peut vous dire, écrivez en phonétique le mot. On va faire des choses justement pour voir.
Une remarque sur les papiers que je distribue, et donc, et en bas, sur la table, c'est le bureau, peut-être ça prend un coup, vous arrivez, vous prenez dans la liste, voilà, vous tapez dans le paquet des trucs. Donc, cet alphabet phonétique international, il a comme particularité d'être écrit entre crochets. Il est écrit entre crochets. Donc, quand vous avez quelque chose d'écrit comme ça, entre crochets, ben, vous savez que ce n'est pas la lettre K de notre alphabet, ce n'est pas la lettre je ne sais pas quoi de notre alphabet, ce n'est pas un T de notre alphabet, mais c'est les lettres de l'alphabet phonétique international. Donc il faut savoir quels sont ce symbole-là, ce pattern-là, quels sont. Donc là, vous en avez la liste exhaustive des 37, et puis je vous ai mis sur à côté, je vous ai mis l'âge d'acquisition. L'âge d'acquisition, c'est-à-dire qu'en gros, les humains ne naissent pas avec dans la tête la langue de leurs parents. On apprend des langues par écoute, dans les premières années de sa vie, de la langue qui se trouve dans notre environnement. Le résultat, c'est que quand un enfant naît, il a la capacité de distinguer les 61 phonèmes. Et en gros, la capacité d'écoute est neutre. Mais au bout de 3 ans, le cerveau se spécialise en quelque sorte et on n'est plus capable que de reconnaître les les phonèmes de sa propre langue. C'est pour ça que quand on apprend au collège ou à l'école primaire des langues, on a du mal avec les sons nouveaux. C'est qu'en fait, le cerveau a perdu la capacité à discriminer les sons nouveaux. Il ne se focalise plus que sur les sons de sa propre langue maternelle. Et vous savez que c'est une petite bizarrerie, mais la langue maternelle, vous la parlez en faisant fonctionner un hémisphère de votre cerveau. Si vous avez 2 langues maternelles, c'est le même hémisphère du cerveau qui travaille pour les 2 langues maternelles. Mais si vous apprenez une autre langue autre que maternelle, c'est l'autre partie du cerveau qui travaille. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes franco-britannique, parlez depuis votre naissance anglais et français, les 2 langues sont traitées par la partie gauche de votre cerveau. Votre camarade à côté de vous est parfaitement bilingue, mais elle a appris l'anglais à 12 ans. Elle parle français avec un bout du cerveau, elle parle anglais avec l'autre bout. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et mystère de l'être. Alors, sur ces 37 phonèmes, il y a ceux qui sont communs avec notre alphabet. Ceux qui sont communs avec notre alphabet, c'est grosso modo les consonnes. Les consonnes. Nous avons donc les B, le son bleu, qui se rendra par une lettre qui ressemble. Vous la faites comme ça, vous la faites en dessus, ça n'a pas d'importance. Le B. Le 2. Le feu. Le re, même chose. Une remarque sur le re, c'est qu'il y a plusieurs graphies, parce qu'il y a des variations, parfois de prononciation. Il y a un re qui est le re standard, on va dire, mais il y a un re comme ça. Si je vous dis j'ai pris la route, vous compreniez bien que route, c'est avec le son re, mais prononcé d'une certaine façon. Donc, en fonction de comment on prononce le R, il y a des petites variations. Ce R-là, c'est plutôt le R roulé, rouler les R. Celui-là, c'est le standard, route. Et celui-là, c'est celui un peu typique de l'accent parisien, qui a un R très guttural dans l'arrière de la gorge. La route, et qui est presque un R. J'ai pris la route. La route. Bon, toujours est-il que vous utilisiez l'un ou l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. En tout cas, il y a le son, le phonème R, qui est grosso modo commun avec
l'alphabet français. Le, me, ne, le, ne, on va mettre des clochers à tous les tours. Le peu, le me, et puis on a à peu près fait le tour. À peu près fait le tour sur ce qui est commun. L'alphabet phonétique international, il essaie de faire ce qui est le plus commun aux alphabets nationaux, différentes. Donc parfois, il y a des sons qui sont pour nous un peu différents. Ce son-là sera toujours un se. Toujours un se. Mais ce se, il peut être écrit chez nous avec un C, il peut être écrit avec un CCI, il peut être écrit avec un S, avec deux S, il n'empêche que c'est le son se. Et celui-là, il serait pour nous un cas, c'est le son que. Le son que sera rendu de cette façon-là. Le son ze, quelle que soit sa manière de fabriquer, sera rendu par cette lettre-là, cette lettre de l'alphabet phonétique international. Et puis, nous allons arriver sur une particularité très ennuyeuse du français, c'est que le français a, sur les voyelles, une sorte de triptyque en fonction de la prononciation des voyelles. On a en effet, par exemple, le son A. Café. Café. Et c'est un son assez différent, un son A. Papa. C'est la différence entre pâtes, j'ai mal aux pattes, et j'ai mangé des pâtes. Pâtes. L'un est fermé, café, pâtes, et l'autre est ouvert, pâtes, oui. Alors, ben, c'est le son se. Oui, c'est le son se. Effectivement, c'est le son se. Sifflement. Ça, c'est le son. C'est moi qui, pour qu'on l'entende mieux, fait le se. Et puis, il a une troisième variation qui est le son en. Et pour fabriquer ce son en phonétique internationale, c'est le A ouvert, comme dans pâte, et un petit chapeau par-dessus, comme il y a sur les N en espagnol, qu'on appelle un tilde. C'est une sorte de petit S, de petite vaguelette au-dessus. Donc, un des grands enjeux de l'écriture des consonnes, des voyelles en français, c'est celui de la différence entre les accents régionaux et la phonétique normale, si on peut dire, collective des mots. Et par exemple, ma belle famille qui habite dans les Vosges, ils boivent du café. Café. C'est un A et puis c'est un E. Mais la prononciation, donc, ça fait que A, ensuite le feu, et puis je vais parler encore du E pour l'instant. Mais la prononciation plutôt normale, ce serait plutôt un A fermé, K. Un A fermé. En général, le français a tous les A fermés. C'est rare les A ouverts. Mais dans la prononciation locale, on peut avoir justement des accents qui font qu'on élargit tous les A. Il y a la même glissade, si on peut dire, avec les et, pas besoin d'accent, c'est et, comme dans lait, la vache produit du lait, c'est pas du lait, la vache ne produit pas du lait, elle produit du lait. Et puis le 1 et 1, qui est celui-là avec le petit chapeau. Le petit chapeau, il indique ce qu'on appelle une nasalisation, c'est-à-dire que c'est les en, les 1 et les on. Petite glissade O, I ouvert, et O. Le O ouvert avec un petit chapeau. Tout à l'heure, oui. Excuse-moi, je craignais que tu étais passé les 2 heures, donc je venais dire attention, méfie-toi. Ah oui, bah j'arrive. Je finis.
Je finis ça. Non, ici, on se fait foutre dehors dès qu'il en passe. Résultat, oui. On l'accent de chacun, du coup, dans une copie, vous ne pouvez pas forcément compter trop. Hélas. Hélas, les dictionnaires donnent, pour certains, la prononciation phonétique normalisée. Larousse, par exemple, donne la prononciation phonétique normalisée. La dernière fois qu'il y a eu une question comme ça au concours, c'était sur ce mot-là. Alors, il y a des parties toutes simples. Ça, c'est be. Ça, c'est ne. Ça, c'est me. OK. Mais est-ce que c'est événement? Événement. Est-ce que c'est événement ou événement? Est-ce que c'est nement? Nement ou nement? Nement ou nement? Et puis le an, bon, le an, il n'y a pas trop d'incertitude, c'est ça. Est-ce que c'est événement, 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 ou des variations, évé. Ben, la réponse, c'est que c'est plutôt celui-là. Les accents locaux ont tendance plutôt à faire comme ça. Événement, et là, c'est pas neument, mais c'est neument, il y a un petit E, et le son E, il est exprimé par un petit E à l'envers. Je vous donne un exemple, on arrêtera là, on continuera ça après-midi, je crois. Si vous dites le chat, ce n'est pas le chat. Le chat. Tu as nourri le chat? Le chat. Ben, si j'écris le son de chat, il est comme ça. Je là sur mon tableau. Le son de chat, c'est un grand S comme ça. Si j'ai nourri donc le chat, c'est un comme ça. Chat. Chat. Si j'ai nourri le chat, ben, je rajoute un L. Ça fait le chat. Le chat. Le chat. J'ai nourri le chat. Mais si j'ai le chat, avec le L se distingue un petit peu, se sépare du chat. Ce n'est pas le chat, mais le chat. Ben, le E en question se symbolise par un petit E qui fait le son E, qui prononce le L, qui prolonge le chat. Donc ici, est-ce que c'est événement ou événement? C'est événement. Il y a un petit E entre les deux. Donc on n'a pas fini d'expérimenter ça, je vous le dis simplement, on va y passer pas mal de temps. Il y a 37 phonèmes qui donnent lieu à 37 graphèmes de phonétique internationale, et il faut maîtriser l'écriture selon ces différents phonèmes. Nous nous voyons vendredi, nous aurons l'occasion d'en reparler.